Nous sommes ici à nouveau avec Tony Grimani, qui est président de PMI, Performance Media Industries. On va toucher un sujet, je pense, qui est assez fondamental ici au CEDIA US, c'est le format war, la bataille des formats. La bataille des formats, on a eu l'HD DVD, du Blu-ray. J'aimerais bien ton opinion comme spécialiste. Quel est le meilleur aujourd'hui pour celui qui veut investir dans un player maintenant? Quel est le meilleur choix? Écoute Bob, j'ai vu une super démonstration ici qui a été présentée par Joe Kane, où en fait il faisait un petit peu une chronique, si tu veux, de l'évolution des formats vidéo en haute définition. En commençant en fait par le vieux format, c'est le MPEG 2, c'est-à-dire ce qu'on utilise ici dans le monde du broadcast, et en montant par le Windows Media 9 et à la fin avec le VC1. Le VC1, c'est en fait le format de codage de compression numérique qui est utilisé dans le HD DVD, et je dois dire que la qualité du VC1 est absolument impeccable. Ce que je constate dans les autres formats de compression, c'est que on voit des erreurs dans l'image, on voit des choses qui se baladent, qui ne devraient pas être là. Et dans le VC1, au fur et à mesure qu'on recherche en fait des erreurs, on se rapproche de l'écran et on commence à voir des pixels. Donc la qualité de l'image est purement limitée par les pixels, la quantité de pixels. Dans ce cas-ci, 1080. Donc c'est un codeur qui est très efficace, qui est très évolué, qui est très récent et qui est, comme j'ai dit, est dans le format du HD DVD. Mais dans les premières machines, les premières platines et les premiers softs dans le monde du Blu-ray utilisent le MPEG 2. C'est un format qui était bien quand il est sorti, mais qui, je dirais, aujourd'hui est clairement déclassé et il est vieux, quoi. Il est temps d'évoluer. Et au mieux du MPEG 2, même en utilisant des taux de transfert assez élevés, la qualité n'est pas équivalente au VC1, elle n'est même pas proche. Donc c'est pas vraiment une question en réalité de format de support, c'est pas vraiment Blu-ray par rapport à HDVD, c'est que dans le monde du Blu-ray, ils ont décidé de commencer par MPEG 2. Le plan d'attaque dans Blu-ray, c'est en fait d'introduire l'utilisation du VC1 et de fabriquer des platines qui peuvent le produire. Je ne sais pas exactement quand ça sera disponible en Europe ou même ici dans des quantités suffisantes. Pour le moment, je dirais donc, si on s'intéresse vraiment à la haute définition, c'est de regarder surtout du côté du HD DVD et de se rendre compte que la qualité qui est disponible là-dessus est impeccable et que dans beaucoup de cas, il va falloir paramétrer ses projecteurs, peut-être même acheter un nouveau projecteur pour vraiment voir ce qui est disponible là-dedans parce que c'est époustouflant en fait. C'est clair, mais est-ce que la bataille sera terminée avant de commencer, hein, dans le fond, parce que on voit du streaming vidéo, c'est l'avenir que nous on pense, qui va. Est-ce que c'est un avenir proche, lointain? Quelle est ton opinion, ta vision de l'avenir du streaming vidéo? Est-ce que les formats sont mornés ou est-ce qu'ils ont un bon avenir quand même devant eux? À mon avis, dans l'avenir, on va plus se servir d'un support rond ou carré ou plastique. Et en fait, le concept de mettre de la donnée informatique sur un disque, c'est vraiment transitoire aujourd'hui. Dans l'avenir, tout va être livré directement par l'Internet, que ce soit l'audio, la vidéo, tout. Enfin, on est clairement dans cette direction. Maintenant, c'est juste une question d'arriver marche par marche à ce point. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens qui achètent des disques sont toujours des collectionneurs. Ils veulent avoir ce produit tangible, ce truc qu'on peut tenir dans la main, on peut le mettre dans sa bibliothèque. Il est là, quoi. Et c'est pour ça que je pense que même aujourd'hui, avec une disponibilité en fait de streaming, de downloading, on va voir le consommateur continuer à acheter des platines et un support en fait qu'on peut tenir physique. Et je crois que c'est surtout une question d'habitude, ça. À mon avis, clairement, d'ici 10 ans, cette habitude sera partie et tout le monde sera passé au streaming, au monde de l'informatique avec enregistrement des données sur un disque ou sur une autre méthodologie d'enregistrement. Donc il y a une première marche à passer, c'est ce point de confort, cette sensation que je peux avoir mon film, je peux recevoir mon film et j'ai pas vraiment besoin d'avoir un truc qui en fait à la fin on se rend compte que ça prend de la place sur ses étagères. Ça collectionne de la poussière et c'est vraiment ça que ça fait.
Maintenant, il y a une deuxième marche bien sûr à passer, c'est des questions de logistique, des questions de broadband, enfin la capacité de streamer un casting, parce qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 semaines pour avoir son film. Oui, exactement. Aujourd'hui, sur la plupart des régions aux États-Unis, on a des connexions de haute fréquence, du broadband qui est disponible un petit peu de plusieurs manières, mais qui marche assez bien. Dans les autres territoires dans le monde, c'est pas toujours disponible, ou c'est disponible avec des taux de transfert qui sont. Et en France, on est bien avancé là-dessus. Donc, je pense que ça c'est un avantage pour nous. Mais est-ce que ça va le deuxième barrière à franchir, mais le troisième, en fait, c'est le DRM, le Digital Rights Management, qui peut en fait être gros frein parce qu'il y a beaucoup de piratage. Absolument, et les gens les majeurs sont un peu réticents de lâcher leurs films dans la nature. Je pense Exactement. Une fois qu'on a passé cette marche, des problèmes de logistique, de stockage, etc., il faut que les studios de films et les distributions aient un point de confort que quand ils envoient ça dans le cyberspace, comme on appelle ça, que ça va pas être téléchargé par tout le monde gratuitement, parce qu'à la fin de compte, il faut que ces gens soient payés. Je dois souligner le fait que le musicien qui crée de la musique, quelque part dans tout ça, il doit se faire payer. Pas pour devenir nécessairement un millionnaire, mais pour pouvoir se permettre de continuer à faire de la musique. Le cinéaste qui crée un film, quelque part dans tout ça, il doit se faire payer. Pareil. Et qu'en fait, de pirater ce produit, il faut se rendre compte qu'à long terme, tout ce que ça fait, c'est que ça enlève le potentiel à cette industrie de création. Ouais, bon, bien sûr, on se dit, c'est que moi, c'est pas grave, c'est moi. Mais moins, plus moins. Exactement. Si on prend 50 millions ou 60 millions de moins, à la fin, il y a plus rien. Voilà. Donc, il faut comprendre que la protection en fait de cette propriété intellectuelle est importante, et les studios travaillent dessus tout le temps. Il y a certaines solutions, et de ce côté-là, il faut aussi qu'ils arrivent à un point de confort où ils se disent quand j'envoie ça, je sais que je vais pas me faire arnaquer à la fin. Je pense que c'est un sujet qui va être, on va faire une suite. On va te voir en Europe bientôt. Oui. Donc, on a l'occasion de faire la suite de cette petite polémique et cette petite bataille. On verra un petit peu plus clair dans les mois qui viennent. Donc, merci beaucoup pour tes opinions et tes éclaircissements. Très bien, Bob. À bientôt en Europe. Merci.